Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média, la dernière de la semaine. Merci également de nous recevoir chez vous pour cette tranche d'information. Nous ouvrons ce bulletin d'information aujourd'hui par la Guinée équatoriale. L'heure est donc à la commémoration des 50 ans d'anniversaire de l'indépendance du pays, une indépendance acquise en 1968. C'est une date donc inoubliable pour le peuple équato-guinéen. C'est du moins ce que nous fait savoir Linda Ndedi dans ce reportage qu'elle signe. Ce 12 octobre 2018 marque la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Occasion pour ce pays tout entier de garder à l'esprit la symbolique de ce jour mémorable. Une symbolique qui se caractérise par le rappel de l'histoire de ce pays d'Afrique centrale à s'imposer sur la scène internationale et à assumer sa pleine souveraineté, mais aussi et surtout montrer à la face du monde ses atouts et ses acquis 50 années après le départ du colonisateur espagnol. On ne le dira jamais assez, un demi-siècle passé, les avancées et le développement socio-économique, technologique et infrastructurel de ce géant pétrolier qu'est la Guinée équatoriale sont incontestables aux yeux du monde au point où, pour cet anniversaire, le pays entend présenter son bien-être, son bon vivre et son mieux-être à l'occasion de l'événement historique. Ce qui justifie alors la grande parade tenue cette journée du côté de la place de l'Indépendance à Malabo, avec des défilés populaires et militaires, des défilés colorés, des réceptions formelles qui se tiendront en soirée, des spectacles en plein air et bien sûr d'autres événements festifs pour marquer d'une empreinte indélébile ce fameux jour historique. Car, faut-il le rappeler, comme l'avait d'ailleurs déclaré le président Obiangema Mbasogo le 12 octobre 2017 à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, cette célébration de chaque 12 octobre est un moment historique de tout temps qui commémore la naissance de l'État de la Guinée équatoriale après son occupation coloniale pendant près de 200 ans. À l'occasion donc du 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale, le chef de l'État Obiangema Mbasogo a gracié 81 prisonniers. Et maintenant, nous mettons le cap en Éthiopie où le pays justement a décidé d'ouvrir un nouveau ministère. Ça sera celui de la paix. Dans les pays de la Corne de l'Afrique, il existe des ministères dédiés à la défense, mais ce n'est pas souvent qu'un gouvernement crée un ministère dédié à la paix. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed espère changer la donne. Dans sa tentative de réforme du gouvernement, il a réduit le nombre de ministères de 28 à 20, mais il a créé un nouveau, celui de la paix. Et depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier, le Premier ministre a apporté des changements radicaux, notamment en faisant la paix avec l'Érythrée, l'ennemi de longue date du pays. Un document officiel indique que ce ministère de la paix s'occupera de renforcer justement cette paix-là dans le pays et la sécurité, et qu'il s'efforcera également de faire respecter la primauté du droit. Nous mettons le cap cette fois-ci au Cameroun et nous parlons justement de cette période avant la proclamation officielle des résultats très attendus justement de ce scrutin présidentiel. À cette occasion donc les mototaximens disent non justement à l'instrumentalisation de la population à des fins politiques. Ces mototaximens justement du département du Vouri dans la ville de Douala au Cameroun disent non justement aux tribalistes, disent non au terrorisme dans le pays, même à la déstabilisation du Cameroun. Pour donc exprimer ce qu'ils ont dans le cœur, ils ont donné une conférence de presse ce 12 octobre 2018 à Douala, dans la ville économique du Cameroun. C'est un reportage signé par Michel Zili. Les mototaxis du département du Vouri à Douala militent pour la préservation de la paix au Cameroun. Au lendemain des élections présidentielles qui se sont tenues dans l'ensemble du territoire national. Ce vendredi 12 octobre, ils ont tenu un point de presse pour faire part de leur position au vu des derniers événements qui agitent la sphère politique au Cameroun. Cette plateforme des leaders de mototaxi du Vouri, représentée par les leaders de Douala 1er, Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e et Douala 5e, à travers sa déclaration, entend faire part à l'opinion nationale et internationale qu'elle reste soumise aux autorités compétentes habilité selon la loi camerounaise à statuer sur les résultats du scrutin du 7 octobre 2018.
notamment le Conseil constitutionnel, organe juridique choisi pour la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Bien plus, les mototaxis du Vouri se désolidarisent de tout mouvement d'humeur visant à défier l'autorité et instigés par des hommes politiques qui se disent être au-dessus de la loi. Les mototaxis du Vouri appellent le peuple camerounais et la jeunesse en particulier au calme, au maintien de la paix, de la préservation de l'unité nationale et des valeurs telles que le patriotisme et le vivre ensemble. La déclaration que nous faisons ce matin, c'est déjà pour rassurer tous nos collègues mototaxis exerçant dans la région du littoral, surtout dans le département du Vouri. Faisant suite aux trappes qui sont lancées partout dans la ville de Douala, appelant les mototaxis au soulèvement. Nous disons à ceux-là qui sont en train de le faire, puisqu'ils ont les enfants, et ces enfants, nous le savons, qui sont en Europe, qui partent lancer leurs trappes chez leurs enfants qui sont actuellement en Europe, qui appellent les familles de venir marcher, qui laissent les motos tranquilles, et qui sachent que les mototaxis sont aujourd'hui des hommes, des citoyens qui respectent la loi, qui sont déterminés à contribuer à ce que le Cameroun soit uni et indivisible, qui soient sûrs et certains que les mototaxis ne participeront jamais, en aucun cas, à leur mouvement. On retient de cette réunion que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, ni la Libye, encore moins la Centrafrique. Tout agenda caché de déstabilisation du pays ne passera pas par les mototaxis. Un message qui est clair et qui s'adresse également à tous les mototaxis des dirigeants du Cameroun. Nous mettons le cap cette fois-ci en République démocratique du Congo, toujours dans le cadre des élections. L'opposition, justement dans cette opposition, il s'agit de 7 leaders de l'opposition qui ont donc appelé ce 12 octobre 2018 à une marche de protestation contre l'usage de la machine à voter. Et cette marche aura lieu le 26 octobre prochain. Justement, l'opposition dénonce justement l'utilisation de cette machine à voter et aimerait que le prochain scrutin du 23 décembre 2018 se fasse sur des papiers, sur des bulletins de papier. Notre correspondant Justin Kabouba nous en dit plus dans ce reportage qu'il signe depuis la RDC. Maire de l'INC, Maurice Katumbi de la plateforme Ensemble pour les changements et Martin Fayoul de l'Incident appelle à une marche de protestation le vendredi 26 octobre 2018 contre l'usage de la machine à voter. Dans une déclaration commune, l'opposition a appelé le peuple congolais à se mobiliser dans le cadre du programme d'action qu'elle a préparé pour exiger l'impression des bulletins de vote annuels conformément à la loi électorale et au calendrier publié par la CENI. L'opposition a en outre réaffirmé son exigence de vider les questions en rapport avec la légalité de la machine à voter et les électeurs sans empreinte digitale dans le cadre de la commission technique mise en place en accord avec la CENI. Mais nous sommes en face des gens qui ont tout boutiqué et qui ne veulent rien négocier. Ils savent qu'en négociant avec la population congolaise ou en écoutant les peuples, on doit impérativement élaguer la machine, on va nettoyer le fichier électoral et leur candidat va perdre. C'est comme ça que chaque fois que les gens veulent corriger, veulent ajuster le processus électoral, il y a toujours une mauvaise foi. Alors il ne nous reste que l'ARI pour que la population congolaise elle-même se prenne en charge, elle s'exprime. Le 26, ça sera un début d'une série de manifestations qui ne faut qu'aboutir soit à la correction du processus électoral, soit au départ de Nanga et de tout son système. Cet appel intervient pendant que la CENI continue à sensibiliser la population congolaise sur l'utilisation de cet outil électoral. Dans un cadre de concertation auquel les partis politiques de la majorité présidentielle, opposition et structures de la société civile tenues à Goma ce jeudi, le vice-président de la CENI a rassuré les parties prenantes aux élections la tenue effective des élections le 23 décembre. Nous avons invité toute la classe politique à préparer des témoins et des observateurs
appeler la CENI à sensibiliser, même au niveau de leur siège, qu'ils soient des partis de la majorité de l'opposition, en ce qui concerne la machine à voter. La commission technique mise en place le mercredi dernier pour dissiper les désaccords entre la CENI et les candidats présidents autour de la machine à voter n'ont pas accouché des résultats escampés. La CENI affirme par ailleurs que l'usage de la machine à voter n'a jamais posé problème dans d'autres pays qui l'ont déjà expérimenté. On ouvre la machine avec la carte des couleurs. Toujours en République démocratique du Congo, 15 personnes ont perdu la vie, noyées justement dans le naufrage d'une péniche Vestude et surchargée venue de Centrafrique sur la rivière d'Ubangi dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. L'embarcation provenait de la République centrafricaine et se rendait à Mobaï, une localité située à une trentaine de kilomètres de Badolite, chef-lieu de la province du nord Ubangi. Le nombre exact de passagers embarqués et la quantité de marchandises n'ont pas pu être déterminés parce que le manifeste, c'est-à-dire la liste des passagers et marchandises du bateau, est introuvable selon un officier congolais. Les naufrages sont fréquents en République démocratique du Congo, tant sur les lacs que sur les fleuves. Les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vieillesse des embarcations, de l'absence des gilets de sauvetage à bord et des panneaux de signalisation sur les cours d'eau, ainsi que du fait de plusieurs personnes ne savent pas nager. En mi-septembre, 27 personnes sont mortes dans un naufrage sur la rivière de Mongola. En mai dernier, 50 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage d'une embarcation sur une rivière dans le nord-ouest du pays. Toujours en République démocratique du Congo, une vaste campagne de vaccination infantile a donc été lancée pour accélérer justement avec l'inauguration auprès de Kinshasa du plus grand centre de stockage d'Afrique centrale et un plan d'urgence de relance de la vaccination systématique. Le centre de 6000 m3 a été inauguré mercredi dernier à Kinkole, à 40 km de Kinshasa. L'information a été rendue publique dans un communiqué commun du ministère de la Santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin. Et selon le dit communiqué, le centre de Kinkole renforcera la chaîne du froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins dans l'ensemble du pays, en particulier dans les zones de santé les plus reculées et difficiles d'accès. L'objectif de cette campagne de vaccination est d'augmenter de 15 points de pourcentage la couverture vaccinale au cours des 18 prochains mois, soit 220 000 enfants supplémentaires qui recevront des vaccins qui sauvent la vie. En 1999, seuls 25% des enfants nés en RDC avaient reçu les vaccins de base contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Après près de 20 ans de soutien de Gavi, ce chiffre a atteint 81%, souligne ici là le communiqué. Malgré des progrès, la RDC enregistre toujours l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde et 1,8 million d'enfants ne bénéficient pas de la série complète de vaccins chaque année. En conséquence, le pays a connu donc au cours de ces dernières années des épidémies majeures telles que la rougeole, la poliomyélite et la fièvre jaune, des maladies qui peuvent toutes être évitées par un vaccin. Au Congo, au Gabon, nous mettons le cap au Gabon pour parler également de santé. Justement, le programme de Vision pour tous a été clôturé ce 11 octobre 2018 à Libreville. Ce programme lancé le 4 avril dernier a duré 6 mois justement et ça a été totalement financé par le Gabon Spécial et Économique Zone sous la tutelle justement du ministère de la Santé au Gabon. Nos correspondants Fatih Raina et Alénou Marcella nous en dit plus dans ce reportage qu'il signe. Depuis sa création, Joseph place l'humain au cœur de ses opérations en réalisant pour les populations des actions sociales afin d'améliorer leur qualité de vie. C'est dans cette optique que Joseph a lancé en avril dernier le programme ophtalmologique Vision pour tous qui a permis durant 6 mois de traiter plus de 75 000 personnes et de réaliser plus de 3 000 opérations chirurgicales pour diverses pathologies. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, aujourd'hui 11 octobre, qui est la journée mondiale de la vue, et ça tombe bien, on fait le bilan de ce programme-là. Nous sommes fiers et heureux d'indiquer quelques chiffres qui sont assez importants. Au cours des 6 mois que ce programme a duré, 6 mois, depuis le 4 avril jusqu'au 11 octobre, ce sont plus de 115 000 compatriotes que nous avons reçus
et que nous avons consultés. Et ce sont plus de 3000 personnes qui ont été opérées et à qui nous avons octroyé des lunettes. Et donc nous sommes fiers de cet impact social important que nous avons réalisé auprès des populations et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le programme qui a été intégralement financé et organisé par Gabon Special Economic Zone sous la supervision du ministère de la Santé a permis d'apporter une aide efficace au traitement des divers problèmes pathologiques. Guy Patrick Obiandon, secrétaire général adjoint au ministère de la Santé, n'a pas manqué de saluer l'initiative de Joseph. Comme vous le savez, le gouvernement gabonais, à travers le ministère de la Santé, met en œuvre la politique sanitaire du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. L'atteinte d'un objectif 100% pour l'accès aux soins des populations ne peut se faire seule. L'atteinte de cet objectif se fait avec des partenaires qui acceptent de nous accompagner. Et c'est pourquoi nous remercions profondément le groupe GIZ qui a accepté de nous accompagner sur le plan ophtalmologique. La cérémonie de clôture du programme Vision pour tous 2018 qui s'est tenue ce 11 octobre à Libreville s'est soldée par la remise des certificats aux staffs qui ont participé à la réalisation du dit programme. Toujours au Gabon, le ministre de la fonction publique a rencontré ce 11 octobre 2018 les experts de la Banque mondiale. Il était question de discuter donc de la réforme du système de gestion dans la fonction publique. Nos correspondants Fatih Rainel et nous Marcelin signent une fois de plus ce reportage. En l'optique de l'amélioration significative du système de gestion de la fonction publique gabonaise, un échange s'est tenu ce 11 octobre entre le ministre de la fonction publique et des experts de la Banque mondiale. À mi-parcours d'un processus engagé il y a quelque temps, le ministre explique les raisons de cette rencontre tout en déroulant le contenu des travaux y afférents. Nos partenaires de la Banque mondiale sont venus faire un point d'étape sur les travaux de la réforme de la fonction publique. Vous savez que dans le cadre de cette réforme, nous sommes accompagnés par ce partenaire et aujourd'hui, ils sont venus nous faire le point sur un certain nombre d'avancées significatives, notamment sur l'évaluation de performance, comme vous savez, que nous devons introduire dans notre système de fonction publique. Ils sont venus nous faire également le point sur une stratégie de communication, car vous vous rendez bien compte que toutes les mesures que nous prenons actuellement doivent être expliquées aux populations pour une meilleure compréhension et une adhésion. Et ils sont venus également nous faire le point sur le système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix, que nous leur avons demandé de porter pour nous. Et voilà, donc sur tous ces points, le constat, c'est que nous avançons et ils ont bien entendu besoin d'un certain nombre d'éléments complémentaires de notre part. Nous leur avons assuré de notre disponibilité à fournir ces éléments-là. Et dans le cadre du management de tout cela, nous avons convenu de mettre en place un comité technique ministériel qui va gérer l'ensemble de cette réforme. Et pour tout dire sur tous ces points, nous avons constaté une disponibilité de nos partenaires à nous accompagner. Et donc nous sommes satisfaits de la coopération que nous avons avec cette institution sur ce domaine-là. Si la fonction publique gabonaise connaît une ère nouvelle, il est cependant important de noter des grincements des dents qui vont avec. Tout compte fait, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Au Kenya, le pays innove dans la production de la laine dans un secteur aujourd'hui en pleine expansion. Avec plus de 10 000 tonnes de laine produites chaque année, et le Kenya qui s'appuie déjà sur l'exportation massive de ses avocats veut faire du secteur un pourvoyeur d'emplois et un pilier économique. De plus en plus d'agriculteurs se lancent dans l'élevage de moutons pour stimuler la production locale. Pour rappel,
La production de la laine d'Afrique australe a connu son apogée en 1968 avec 148 000 tonnes et s'est effondrée ces dernières années en raison de la concurrence des fibres synthétiques à bas prix et à la baisse des prix de la laine à usage vestimentaire lié à l'écoulement d'un stock abondant de la matière première par l'Australie. L'Afrique du Sud, premier fournisseur de la région avec plus de 87% du volume en 2017, produit principalement la laine de Méronos. Pour leur part, la Namibie et le Lesotho récoltent respectivement la laine de Karakul et de Mohair. La production de la laine en Namibie et en Afrique du Sud et au Lesotho pourrait atteindre 75 000 tonnes dans les 3 prochaines années, soit une hausse d'environ 43,7% par rapport au volume de cette année, soit 52 200 tonnes. Cette croissance attendue devrait être tirée par la hausse des cours mondiaux de la matière première du fait de la vigueur de la demande de l'industrie et de la réduction des stocks mondiaux à leur bas niveau depuis 70 ans. Nous mettons le cap au Bénin, nous parlons des logements sociaux. Le gouvernement lancera donc un projet de construction de 12 000 logements sociaux dans le pays et ce projet sera officiellement lancé d'ici la fin du mois d'octobre 2018. Les détails avec vous, Serge Taboué. 12 000 logements sociaux, c'est ce que prévoit exécuter le gouvernement béninois dès fin octobre 2018. Cette annonce a été faite le 11 octobre 2018 par le ministre béninois du cadre de vie et du développement durable. Ainsi, au cours de ce point de presse, l'on retiendra que cette première phase concerne la commune d'Abomey-Calavi, qui accueillera 10 849 logements sur le site de Ouedo. Cet endroit sera bientôt viabilisé. Les autres départements accueilleront la suite restante. Poursuivant ses propos, le ministre José Didier Tonato précisera que les études architecturales, urbanistiques, techniques et d'impact environnemental sont entièrement achevées et le taux de mobilisation des ressources financières permet déjà de lancer la phase 1 d'une valeur de 322 milliards de francs CFA. Bien sûr, en attente du bouclage du financement pour étendre les réalisations dans les autres communes. Dans la même perspective, le lancement de la construction de 2 cités administratives est prévu le 27 octobre 2018 à Alada et le 27 octobre 2018 dans la commune de Djougou. Le 23 octobre 2018 aura déjà vu le lancement des travaux d'asphaltage à Lokossa. Semepodi fera de même le 31 octobre 2018. Tous ces nombreux projets sont soutenus par de multiples partenaires du Bénin. En Ouganda, de fortes pluies diluviennes se sont abattues ce 11 octobre 2018 dans le pays, occasionnant également de plusieurs conséquences, plusieurs dégâts et surtout des pertes en vies humaines. Le bilan de morts actuellement s'élève à 40, c'est du moins ce que nous fait savoir les autorités. Plus de détails donc dans ce reportage signé une fois de plus par Serge Taboué. Suite à des précipitations abondantes qui ont provoqué des glissements de terrain. Les pluies s'abattent sur cette partie du pays depuis des jours et le 11 octobre, une rivière en crue à Boudada vers 14h30 a débordé. Ainsi, le glissement de terrain qui s'en est suivi a entraîné de gros rochers dans un village de Boukalassi, détruisant des maisons et enterrant des animaux. Selon certaines sources, 4 à 5 villages ont été affectés par ces inondations. Une centaine d'habitations pourraient par ailleurs avoir été détruites. Une équipe de secours a été envoyée sur place. Devant cette catastrophe, le président ougandais Yoweri Museveni a exhorté les habitants, via son compte Twitter officiel, à coopérer avec les autorités pour atténuer les dangers potentiels avant d'envoyer ses condoléances aux familles éprouvées. Pour l'Ouganda Daily Monitor, plus de 500 personnes auraient également été déplacées et auraient besoin d'abri et de nourriture. Rappelons que le district de Boudada se trouve au pied du mont Elgon, à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya. En mars 2010, déjà au moins 100 personnes avaient perdu la vie dans un glissement de terrain. Situation similaire en 2012 avec la destruction de 3 villages. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de femmes sont donc descendues dans les rues ce 11 octobre 2018, ceci pour soutenir les forces de défense et de sécurité du pays. La marche s'est déroulée dans les rues de la capitale de Ouagadougou en présence de la première dame du Faso, Sika Kaboré. Sur les pancartes, on pouvait lire « Non au terrorisme, soutien aux forces de défense et de sécurité ».
Nous déplorons la mort de nos forces de défense, mais nous voulons également leur exprimer notre reconnaissance pour tout le travail de sécurité, de surveillance de notre patrie qu'ils effectuent, a déclaré ici Madame Kaboré. Les manifestantes demandent à la communauté internationale de soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre les groupes armés. Elles demandent également aux autorités de mettre à leur disposition des moyens conséquents pour mener à bien leurs tâches. Depuis le début de cette année, le Burkina a perdu quelques 80 hommes dans les différentes attaques attribuées à des groupes armés qui opèrent dans le Sahel. Nous ouvrons la page étrangère dans ce bulletin d'information et c'est avec la Turquie où le président Recep Tayyip Erdogan appelle les pays africains à utiliser leur monnaie nationale dans leur commerce international afin de faire face aux attaques américaines en la matière. Le chef de l'État turc a donc appelé les pays africains à commercer et à créer des entreprises communes avec la Turquie en utilisant les monnaies locales. Des mesures doivent être prises pour sauver les pays africains et la Turquie de la pression monétaire, a-t-il souligné en expliquant que son pays avait récemment dû faire face à des attaques spéculatives. Nous sommes prêts à améliorer nos relations commerciales en utilisant les monnaies locales, non seulement avec nos principaux partenaires commerciaux, mais également avec nos amis africains, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan. C'était lors du Forum des affaires économiques entre la Turquie et l'Afrique. La Turquie a donc souligné la nécessité de faire du commerce en monnaie locale, accusant l'administration américaine d'utiliser le dollar pour attaquer les économies d'autres pays. Et puis à Maldives, c'est le président battu donc qui refuse de céder sa place. Il affirme que son parti a été submergé par de graves allégations de fraude électorale et de corruption. Jeudi dernier, la Cour suprême des Maldives a accepté d'étudier la requête d'Al-Bouya et Yamen, le président renversé démocratiquement le 23 septembre dernier et qui accuse la commission électorale d'avoir manipulé les résultats. L'opposition l'avait emporté avec 38 000 voix d'avance, un score sans appel de 58% dans ce pays de 430 000 habitants. Et une surprise tant Yamen avait durant 5 ans manipulé la vie politique et muselé la société civile et les médias, n'hésitant pas à arrêter ceux qui lui résistaient. Ancien président, chef de parti, ministre, député des juges de la Cour suprême, Ibrahim Mohamed Soli, le président élu, prendra ses fonctions le 17 novembre 2018. Ce changement fait donc des vagues au-delà de l'archipel. Si l'exécution devait annuler des contrats signés avec Pékin, il s'agirait d'un revers géopolitique pour la Chine qui tente depuis 5 ans une incursion sur les plates-bandes de l'Inde, alliée historique des Maldives. Et nous terminons ce bulletin d'information avec cette information qui nous parvient à l'instant. Il s'agit ici de Louise Mushikiwabo, la Rwandaise qui a donc pris la tête de l'Organisation internationale de la francophonie et remplaçant Michael Jean justement à ce poste-là. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité et nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.